À suivre notre débat consacré à la crise de la démocratie avec nos deux premiers invités dans un instant. Crise de la démocratie parlementaire représentative, la montée des populismes, le rejet des élites, le mouvement des Gilets jaunes en France. Des sujets qu'on abordera surtout dans la deuxième partie du 64 minutes. Mais la démocratie en 2019, c'est aussi la démocratie directe et participative, comme en Suisse. C'est l'affaire des citoyens que nous sommes de plus en plus connectés aux fameux réseaux sociaux, ou peut-être déconnectés d'ailleurs de la vraie vie. Quoi qu'il en soit, nous vivons à l'ère du numérique pour le meilleur et pour le pire. Mais le numérique est-il une menace pour la démocratie? Qui doit-on croire sur les réseaux sociaux? Qui en contrôle le contenu? Pour lancer le débat, Antoine Fontenot nous dit ce qu'il faut en penser, à vrai dire. La technologie fait peur, le piratage, les fausses nouvelles, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, autant de bouleversements qui bousculent nos sociétés, qui donnent aussi la parole à tous les citoyens. Alors à vrai dire, le numérique est-il vraiment une menace pour la démocratie ? Comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, c'est peut-être bientôt la fin de cette expression biblique. La preuve par l'image va disparaître. Voyez cette déclaration un brin triviale dans la bouche de l'ancien président américain. President Trump is a total and complete dipshit. Now, avant de vous offusquer, vérifiez. En l'occurrence, Barack Obama n'a jamais fait une telle déclaration. Cette vidéo est un trucage réalisé par le site américain BuzzFeed. La voix est celle d'un imitateur. L'image est fabriquée par une intelligence artificielle. Il y a quelques jours, l'émission de France 2, Complément d'enquête, avait tenté la même illusion numérique avec Emmanuel Macron. Après les fake news, voici le deepfake, ou l'art ultime de la désinformation. Rien de grave dans le cas de ces trucages assumés, mais imaginez le même type de fausse déclaration d'un homme politique quelques jours seulement avant une élection importante, par exemple. Le système des élections repose sur un principe, celui du choix libre et éclairé du citoyen. Éclairé, cela veut dire informé le plus justement et le plus objectivement possible. En l'absence de confiance, de certitude, de faits vérifiés et vérifiables par tous, c'est tout un pan de la démocratie qui s'évapore. Bonjour, je suis Jean-Baptiste Souffron, je suis avocat au barreau de Paris et ancien secrétaire général du Conseil national du numérique. On a des processus démocratiques qui sont perturbés par des mensonges évidents, par des manipulations, par de l'agressivité ou de la violence. Et même si ces mensonges, ces manipulations, cette agressivité se déroulent en ligne, ils n'en ont pas moins des conséquences très réelles sur les résultats des élections, sur la qualité du débat public. L'essor des Facebook et autres Twitter a accéléré la diffusion des fameuses fausses informations. Mais l'autre reproche qui leur est souvent fait, c'est la création d'une bulle de filtre. En clair, l'algorithme des réseaux sociaux empêcherait un internaute d'être confronté à des opinions contraires aux siennes, à des informations qui ne vont pas dans le sens de ses croyances ou de ses idées. Bonjour, je suis Olivier Zrati, consultant et auteur et veilleur technologique. Le risque, il est de développer des fausses croyances, il est de développer des espèces d'illettrisme numérique qui consiste à croire de plus en plus à des choses qui n'ont aucun fondement scientifique, aucun fondement économique, ou aucun fondement même sociologique, et à accepter de réduire le rôle de la démocratie. Cette bulle de filtre peut en plus être alimentée par des organisations ou par des États qui cherchent à manipuler l'opinion. Sauf que les réseaux sociaux ont aussi permis à des mouvements démocratiques de s'exprimer. On le voit en ce moment en France avec les manifestations des fameux Gilets jaunes. On l'a surtout vu spectaculairement en 2011 avec les printemps arabes, des révolutions douces ou violentes en Tunisie, en Égypte ou en Libye, des mouvements amplifiés par des appels sur Facebook. La technologie peut donc parfois se mettre au service de la démocratie. N'importe quel citoyen peut désormais faire entendre sa voix, par exemple avec des pétitions. Celle sur le climat en France a reçu plus de 2 millions de signatures, un chiffre inédit. Et nombre d'autres pétitions plus modestes ont eu des conséquences concrètes. Des décisions politiques ont été prises. Les gouvernants aussi ont bien compris l'intérêt d'utiliser le numérique. Le grand débat national en France passe en partie par Internet. Au Canada, Justin Trudeau avait lancé de vastes consultations citoyennes également. Des villes comme Paris, Reykjavik ou Madrid consultent désormais leurs habitants sur le web pour une partie de leur budget ou pour améliorer le fonctionnement des services municipaux. Quand les gouvernants n'ont pas peur d'entendre leurs concitoyens, la technologie se révèle un atout. Alors, notre premier débat avec nous d'abord dans le studio du 64 minutes, Nadège Brousteau. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de communication publique à l'ULB, c'est l'Université libre de Bruxelles, et aussi à l'Université du Québec à Montréal. Merci d'être avec nous. Et puis en direct de Lausanne, Fatih Derder, bonjour.
Bonjour. Vous êtes conseiller national à l'Assemblée fédérale suisse, c'est-à-dire député. Merci aussi d'être avec nous. Alors la première question sera pour vous, Fatih Derder. Au départ, vous êtes journaliste économique. Vous avez été élu conseiller national il y a un peu plus de 7 ans. J'ai envie de vous demander comment a évolué la démocratie suisse depuis 2011. Est-ce qu'elle se porte bien, cette démocratie en Suisse ? Ah oui, la démocratie suisse se porte bien, et je crois que vous en savez quelque chose en France. Elle vous sert d'exemple, si j'ai bien entendu et bien suivi, de discussions sur faut-il plus de démocratie directe en France, faut-il plus de référendums, et pour ça, on est clairement un modèle. Alors bien entendu que le numérique a eu une incidence, on pourra en reparler tout à l'heure. Oui. Ça a accéléré la diffusion d'informations, c'est une certitude, mais ce n'est qu'un vecteur, le numérique, c'est un outil, on en parlera avec votre invité. Je ne pense pas que ça change les fondamentaux de la démocratie, qui eux restent solides, et oui, la démocratie suisse se porte toujours très bien, merci. Qu'est-ce qui fait la force de la démocratie suisse ? Alors c'est une excellente question et je pense que je ne sais pas si vous avez 150 ans pour y répondre, on peut y consacrer 150 ans. Vous avez 45 secondes. C'est vraiment le fruit. C'est le fruit de plusieurs décennies, voire de siècles, disons, d'évolution culturelle. On a aujourd'hui en Suisse, disons, surtout une spécificité, c'est le respect de l'adversaire politique, parce que chacun travaille ensemble. Dans les gouvernements, que ce soit au niveau fédéral, cantonal ou communal, également au niveau local, vous siégez avec des membres d'un autre parti. Donc les adversaires se respectent. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas réellement de majorité établie dans les exécutifs, et il n'y a pas réellement de minorité. Et s'il y en a une, comme dans les parlements, cette culture du dialogue, du consensus, de la concordance fait qu'on respecte son adversaire et on l'écoute. Presque tout le monde est au pouvoir tout le temps, alors. Oui, et notamment la population, on pourra y revenir. Oui. Mais ce respect de l'adversaire est quelque chose d'essentiel. C'est un élément fondamental de la démocratie, c'est de respecter les minorités. Si une majorité l'emporte, elle respecte la minorité, elle lui permet de vivre. Et inversement, si une minorité perd, elle respecte la majorité, elle ne cherche pas à l'écraser à tout bout de champ. Et là, si vous me permettez un parallèle qui est quand même intéressant avec la France, vous êtes dans une situation totalement inverse aujourd'hui, où il y a une guerre permanente, enfin quand je dis vous, pour nos auditeurs et téléspectateurs français, où on est dans une logique de guerre permanente entre majorité et minorité, où dès qu'une minorité perd une élection, elle tape tant qu'elle peut sur la majorité, on l'a vu récemment, et l'exemple récent des Gilets jaunes est certainement le plus frappant, où on est dans une logique où un président est élu sur un programme, il l'applique, il est majoritaire, et toute la France est dans la rue parce qu'il applique son programme. Et c'est pour nous en Suisse quelque chose d'assez surréaliste, et on voit vraiment l'immense fossé qui sépare la France de la Suisse, c'est toute cette culture du dialogue et du consensus. Alors d'introduire aujourd'hui en France un système de référendum direct, alors qu'il n'y a aucune culture du dialogue, ce serait une bombe à retardement immédiate. Enfin, je serais en France aujourd'hui, je ne recommanderais certainement pas d'importer du jour au lendemain la culture suisse, mais plutôt de prendre les fameuses 150 années dont je parlais. Alors, Fatih Derder, je reviens vers vous dans un instant. Une question à Nadège Brousteau qui est avec nous. Le journalisme, c'est un peu votre spécialité, a longtemps été considéré comme une sorte de chien de garde de la démocratie. C'est encore le rôle que doit jouer aujourd'hui ce qu'on appelle le quatrième pouvoir ? C'est un rôle qu'il doit continuer à jouer, oui, assurément, d'autant plus que actuellement, c'est aussi un des joueurs, on va dire, dans le débat public qui souffre d'une certaine crise de confiance de la part des citoyens. Ouais, tous les sondages indiquent que les Français, en tout cas, c'est probablement vrai aussi dans d'autres pays, ne font plus confiance dans leurs médias. Comment est-ce que vous expliquez ce désamour ? Mais c'est un peu paradoxal parce que d'un côté il y a un désamour, de l'autre côté il y a un usage et une consommation presque frénétique d'informations et des médias, et dans médias j'inclus aussi de manière générale les médias sociaux. Et d'un côté oui, il y a une défiance et un désamour envers les journalistes et le journalisme, mais d'un autre côté il y a aussi de fortes attentes envers les journalistes pour améliorer la qualité de l'information et la crédibilité en fait de cette information-là. Alors, est-ce que vous trouvez que les journalistes méritent les critiques qui leur sont faites ? Alors, ma réponse va être biaisée, non. Ouais. On peut toujours mieux faire. Je pense aussi que oui, on peut difficilement affirmer qu'il y a une neutralité permanente en journalisme. Ce serait une aberration de dire que l'objectivité totale, les journalistes sont des sujets pensants. Donc forcément, il y a une certaine subjectivité, mais il y a aussi des subjectivités, des prises de position assumées. Dans ce sens-là... Oui. Il reste des acteurs importants du système démocratique tel qu'il fonctionne dans nos démocraties occidentales ? À mon sens, oui, il reste des acteurs importants, aussi des acteurs importants parce que ce sont des personnes qui connaissent le fonctionnement
fonctionnement des médias et qui connaissent la façon dont on doit vérifier ces sources et l'information pour en connaître le degré de véracité. Alors, Fathi Derder, on a parlé du mouvement des Gilets jaunes en France qui réclame, on le sait, notamment la mise en place de référendums d'initiative citoyenne. En Suisse, les citoyens votent plusieurs fois par an. Hein. C'est un droit à la votation au niveau fédéral, cantonal ou communal. Ces votations, c'est un vrai plus pour la démocratie en Suisse? Ah, clairement, et ça permet de garder un lien entre la population et l'élite, si vous me passez l'expression. On a nettement moins ce clivage entre peuple et élite, en tout cas pas le sentiment de la part de la population, parce qu'elle s'exprime sur tout. Sur tous les objets, rien n'est décidé sans qu'on ne puisse à un moment donné consulter la population. Et ça se fait au niveau communal, au niveau cantonal et au niveau fédéral. Mais de nouveau, c'est quelque chose qui implique une vraie culture, une vraie éducation. Quand vous le savez certainement, c'est des exemples qu'on cite souvent. Quand les Suisses ont été capables de voter contre une baisse d'impôts, contre des augmentations de vacances, parce qu'il y a un sentiment, une réflexion, une volonté avant tout de servir l'intérêt collectif. Et chaque citoyen dans cette nation qui s'est construite selon cette volonté a vraiment ce sentiment du bottom-up, excusez-moi l'anglicisme, du bas en haut. Oui. Rien ne vient de haut en bas comme dans un système jacobin à la française. C'est vraiment la population au niveau communal, cantonal et fédéral qui bâtit son pays dans une logique c'est vraiment les valeurs fondamentales de la Suisse, c'est cette démocratie directe, le fédéralisme qui fait que chaque région est représentée, et une profonde, et je vais choquer peut-être quelques camarades de gauche en Suisse, et un profond sentiment d'appartenance à du libéralisme, la liberté individuelle et, bien entendu, la responsabilité individuelle qui va avec, c'est-à-dire que si on est libre, c'est pour la collectivité, c'est pour servir la collectivité. Et ce sentiment-là, qui est très attaché à la culture suisse, il est très très ancien, il ne date pas d'hier. Fathi Derder, vous êtes issu d'un parti du centre droit, on peut dire. Il faut combien de signatures pour organiser un référendum en Suisse ? Vous pouvez avoir des signatures entre 50 000 pour les référendums, 100 000 pour les initiatives populaires. Bon, c'est des questions et des débats qui reviennent régulièrement parce qu'avec les outils numériques aujourd'hui, on peut en obtenir de plus en plus facilement. Est-ce que le gouvernement doit suivre... Et en général, Est-ce que le gouvernement doit suivre le vote populaire ou pas ? Ah mais oui, bien entendu. Ce ne sont pas des votations consultatives. Ah non, ce ne sont pas des votations consultatives. Enfin, il faut même aller plus loin. Rien que dans le fonctionnement parlementaire, en Suisse, le Parlement impose la politique au gouvernement. Le gouvernement, qui est constitué de 4 partis, obéit au Parlement. Et alors que dans certains pays comme en France ou ailleurs, si le gouvernement est désavoué, c'est une crise institutionnelle majeure. En Suisse, on désavoue le gouvernement à peu près 10 fois par session, même parfois par 200 votes à 0 pour le gouvernement. Et on a vu des ministres rire dans ce genre de vote. Il n'y a pas de psychodrame, ce n'est pas grave. Donc vraiment, c'est le Parlement qui décide au niveau fédéral, qui lui-même est soumis à des gouvernements cantonaux qui ont une grande autonomie, qui eux-mêmes dépendent de la volonté populaire et de cette démocratie directe. Donc vous voyez, on est dans une structure gouvernementale composée de plusieurs partis et qui est complètement au service du Parlement et des cantons et de la population. Une dernière question. On parlait tout à l'heure de populisme. Comment un parti comme l'UDC, qui est un parti, on va dire, populiste, conservateur, obtient environ 30% des voix dans un pays apparemment riche et sans histoire comme la Suisse? Comment vous expliquez ce résultat ? Bon, ce n'est pas le seul pays riche où des partis populistes émergent. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas qu'une question de pays riches ou de pays pauvres. Cela dit, on peut dire de la part de l'UDC, alors félicitations, parce que la Suisse, qui en général est en retard sur les autres pays, on a été les premiers à voir ces mouvements populistes apparaître au tout début des années 90, avec le fameux vote en 1992 sur l'espace économique européen. Non, mais le mouvement populiste, il n'y a pas de différence entre la Suisse et le reste du monde. On est aujourd'hui dans une situation qui est globalement instable. On l'a vu avec l'implosion du Moyen-Orient, l'État islamique, les menaces de terrorisme, des vagues de réfugiés, une crise financière majeure. Tous ces éléments, la Chine, en plus, qui accède à une grande part de classe moyenne, qui concurrence les classes moyennes européennes et occidentales qui perdent en pouvoir d'achat. Bref, tout ça fait qu'il y a une grande instabilité de la part des populations qui mettent la faute sur l'Europe, sur la Chine, sur les États-Unis ou que sais-je, et ça permet aux populistes d'émerger, quelle que soit la nature du pays. Mais je suis confiant dans le système démocratique, je pense qu'il résistera. C'est, à mon avis, plus une poussée de fièvre qu'autre chose, et on reviendra à plus de sagesse quand on aura passé cette période de haute instabilité. Même si vous allez quitter la politique à la fin de l'année, mais ça c'est une autre histoire. Oui, mais ça ne m'empêche pas que je resterai engagé, que ce soit comme journaliste, militant ou autre. Alors, on revient à Nadège Brousteau, donc en plateau ici à Paris. Quel est l'impact des réseaux sociaux sur nos démocraties? Après tout, que les gens puissent s'exprimer ou se regrouper, d'ailleurs, grâce aux réseaux sociaux, c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt positif.
Oui, tout à fait. C'est positif. Et d'ailleurs, les réactions au départ sur les médias sociaux, enfin, à l'égard des médias sociaux, de leur développement, étaient favorables et voyaient les médias sociaux comme un effort de démocratisation, d'accessibilité à l'information, donc une prise de pouvoir, ou en tout cas d'un empowerment, j'utilise moi aussi l'anglicisme, mais vis-à-vis de la population et des citoyens. Ça, c'est le côté positif des réseaux sociaux, des médias sociaux. Et alors, paradoxalement, et donc qui était un côté positif qui allait dans un sens démocratique. Paradoxalement parlant, il y a des limites sur le plan démocratique qui sont celles que l'information circule, en fait le contenu circule, et le contenu circule rapidement, et le contenu circule de façon amplifiée et exponentielle, la nature du contenu. Voilà, n'importe quel contenu, parce que c'est aussi le royaume des fausses nouvelles, c'est le royaume des complots, c'est le royaume souvent des torrents d'injures et de boue haineuse. Donc il y a le meilleur et le pire sur les réseaux sociaux. Oui, et c'est d'un côté en fait le fait de la nature du contenu qui donc n'est pas forcément contrôlé, et qui était un des avantages aussi des réseaux sociaux, c'est qu'on peut avoir accès à des contenus alternatifs, mais il y a aussi le fait que les auteurs des contenus ne sont pas toujours ce qu'ils prétendent être. Donc on peut penser ici par exemple à tous les faux comptes, les fameux bots, les comptes automatiques, mais aussi à des phénomènes comme de l'usurpation d'identité, donc des comptes qui se font passer pour des comptes citoyens qui sont en fait pilotés par une industrie, un lobby ou par un parti ou des intérêts particuliers. Mais est-ce qu'il faut plus de régulation sur Internet, sur les médias sociaux? Et qui doit faire cette régulation, ce contrôle? Est-ce que ce sont les boîtes privées, les GAFAM, les Google, les Facebook, ou bien est-ce que ce sont les États? Alors, c'est la grande question, effectivement, et chaque pays essaye d'y réfléchir, je crois, de manière différente. Pour l'instant, les réflexions sont généralement le fait d'efforts nationaux. Or, des réglementations nationales ne peuvent pas, par exemple, permettre de réguler ou de réglementer ou d'aller régler des problèmes de données qui sont stockées à l'étranger. Donc, il y a également des efforts du côté de l'Union européenne, qui essaye également, à travers la Commission sur le numérique, de réfléchir à des solutions. Les grands joueurs ne peuvent pas être laissés à l'extérieur de cela. Toutefois, la limite aussi, et qui est une limite démocratique, c'est de ne pas tomber non plus dans la censure. S'il me reste 30 secondes, je voudrais avoir l'avis de Fatih Derder sur cette question. Qui doit contrôler les médias sociaux? Personne ne doit contrôler les réseaux sociaux. C'est la grande force des réseaux sociaux, c'est d'arriver à s'exprimer librement. Je pense qu'on doit avoir simplement l'éducation pour les consommer comme il faut. Mais si j'ose juste une dernière conclusion quand même, pour la comparaison entre la France et la Suisse sur cette possibilité d'importer le modèle démocratique, les autorités politiques doivent être un modèle pour les citoyens. Et là, on a un gros décalage. Si on regarde simplement les gestions publiques, les gilets jaunes et tous ces éléments ne viennent pas de réseaux sociaux ou de phénomènes récents. Ils viennent du fait qu'on a 40 ans de démission politique en France, 40 ans de déficit, alors qu'en face, dans notre pays, typiquement, on a depuis plus de 15 ans des excédents budgétaires chaque année. Et je pense que cet exemple-là, il est symptomatique d'un problème plus général d'une classe politique française qui croit que le pain au chocolat est à 15 centimes. Merci beaucoup, Fatih Derder. Merci, Nadège Brousto, d'avoir été nos invités.